fois, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir pour un ancien russe de s'aventurer sur les autoroutes hivernales du Nouveau-Brunswick. C'est des paysages, bien sûr, de mon ancien pays qui sont... parce que c'est flat, parce qu'à côté de Moncton, il y a beaucoup de collines, petites montagnes. Ici, c'est vraiment mon paysage que depuis mon enfance. C'est un grand plaisir, puis c'est une grande richesse aussi pour moi de venir ici et de pouvoir partager quelques questions et quelques éléments de réponse, mais plus des questions, encore plus des questions par rapport au sujet qui, oui, me passionne en quelque sorte. On peut dire quel est le lien entre la didactique des mathématiques que j'enseigne présentement au primaire, pour les futurs enseignantes et enseignants du primaire, et l'éducation des jeunes à la citoyenneté numérique, puis encore une fois pour expliquer que le numérique, ici c'est une traduction de digital et pas numérique en termes de premier concept numérique, ce qu'on sait en mathématiques, par exemple. Dans le fond, oui, j'ai un parcours de vie un peu particulier. Je suis enseignant, bien sûr, je suis enseignant. Quand on me demande qu'est-ce qui est mon métier est enseignant. Ma passion, je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc, à l'histoire, à la philosophie, à la musique, il y a beaucoup d'autres choses, mais mon doctorat est en didactique de l'informatique. C'est une discipline que j'ai commencé à oublier en venant au Canada en 1993, parce qu'il n'y avait pas beaucoup, et puis encore jusqu'à aujourd'hui, si vous pouvez me corriger, mais je trouve qu'on n'enseigne pas l'informatique comme matière scolaire dans les écoles, ou très peu au secondaire, c'est une option. Donc effectivement, je ne m'attendais pas à être impliqué dans les débats et les discussions si larges qu'au niveau pan-canadien par rapport aux compétences numériques, on parle encore une fois digital, liées aux technologies de l'information, de la communication, et encore moins qu'on arrivera à amener une innovation du jour comme enseignement du codage, de la programmation à tous, comme compétence essentielle, parce que moi, on a eu ces débats-là dans les années 80, en lien avec les travaux de Papert, entre autres, et d'autres grands chercheurs, philosophes et scientifiques. Et effectivement, dans ce contexte de changement, ou un drôle de changement, la question de citoyenneté a émergé. Puis, pour parler brièvement, parce que là, je n'ai pas capté le début de mon discours, mais je pense que 4 minutes déjà mangées pour me présenter. Donc, moi, j'ai pensé, puisque c'est une conférence midi, moi, j'ai pensé à un café numérique que j'ai appelé EVER. Menu pour le dîner, bon appétit, salade mélange et légumes, spaghetti santé, une étiquette sans accès aux appareils numériques, donc s'il vous plaît, éteignez vos appareils numériques, bar des desserts pédagogiques à volonté, puis gratuité obligatoire, c'est vos questions, vos réflexions, vos idées. Et effectivement, après avoir terminé mes diapos, j'ai retrouvé le lien cafenumérique.org. Apparemment, c'était tout un mouvement extrêmement intéressant. Mais j'ai eu ce concept-là en réfléchissant sur justement le fait d'être ici. Donc, on commence avec une petite salade santé, VGE, et vous voyez comment c'est présenté sur le site de Arctic Gardens. Site canadien, c'était un petit point E. Je me demande si ce n'est pas lié aux aspects électroniques. C'est une question que je vous pose. La première question qui
m'est venu en tête. Donc, encore une fois, d'abord j'ai pensé à les légumes, ensuite j'ai cherché quelque chose par rapport aux salades, puis je trouvais ça intéressant. Donc, le contexte aussi de notre recherche est le réseau des partenaires Compética. Ça, c'est un réseau des partenaires qui a émergé d'un long travail ici au Nouveau-Brunswick francophone sur la question d'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication à l'Atlantique. Une association qui a été formée en 2000 par les enseignants et les enseignants passionnés par les technologies qui allaient à l'époque, dans les années 90, ils allaient au Québec pour se nourrir de réflexions par rapport aux technologies. Puis ensuite, ils ont décidé de fonder une association qui existe encore aujourd'hui, APTICA, Avancement pédagogique d'éthique en Atlantique. Et notre travail sur cette association à laquelle je me suis joint en 2005, et comme je dis, aujourd'hui aussi on continue notre collaboration, mais à un moment donné on s'est dit qu'il faudra aller plus large, il faudra se questionner de façon plus profonde sur la question des compétences numériques, aux compétences antiques, qui vont au-delà du système scolaire ou du système collégial, en fait, pour aller voir un petit peu ça sur le continuum des compétences numériques. Et il y avait aussi d'autres collègues qui se joignent à l'équipe, notamment Yves, qui fait partie du réseau, Xavier. Effectivement, c'est une équipe qui travaille depuis 2014 sur les problématiques de cette définition du continuum des compétences numériques, la vie durant, sur la compréhension des pratiques exemplaires. Avant, on a pensé aux pratiques gagnantes, ensuite on a diminué un petit peu nos attentes. Avant d'appeler une pratique gagnante, il faudrait peut-être questionner sur ce qui se passe. Troisième, commencer à collaborer, ce qu'on est en train de faire avec nos partenaires pour développer, pour mettre en place des nouvelles pratiques de développement de ces compétences. Et entre autres, on a réalisé vers l'an 2016-2017, c'était en janvier 2017 qu'on se réunit, une équipe avec mes collègues Manon Leblanc, aussi didacticienne de mathématiques, et Michel Lejac, qui lui il travaille, il a fait sa maîtrise aussi en motivation, sur la motivation sur l'usage d'éthique chez les élèves du secondaire. Puis ensuite, il a fait son doctorat en études en éducation à l'environnement. Donc, puis il voit beaucoup aussi les environnements technologiques versus environnement physique. Et on était chanceux d'être appuyés par nos assistants, Caitlin Furlong, Takam Jambon, puis Mohamed Ali Bouker, qui ont fait un gros travail pour préparer un rapport pour répondre à un défi, parce que le Conseil de recherche CRSH, c'est le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui a lancé les 6 défis. Puis, entre autres, il y avait un défi dédié spécifiquement aux TIC, aux technologies. Mais notre équipe a été interpellée par le défi 6. En fait, le dernier, c'était le dernier défi, le dernier des 6. Le Canada dans un monde interconnecté en rapide évolution, perspectives et possibilités en matière de mobilisation des connaissances et de recherche futures. Donc, pour chaque défi, on a lancé un appel aux équipes pour faire une synthèse d'un tas de connaissances, qu'on appelle synthèse des connaissances.
Donc, ce n'est pas une recherche proprement dite, empirique sur le terrain, mais non, c'est plutôt une recherche documentaire qu'on a faite pour apprendre ce qu'on connaît aujourd'hui en recherche et en pratique sur justement l'aspect des citoyennetés numériques dans un monde global et interconnecté. Le rapport est disponible sur le site Competi, vous voyez, Competica, competi.ca. Donc le rapport est disponible. Donc c'est un rapport qui contient tout ce que je vais présenter très très brièvement. Lorsque moi je me rappelle de comment j'ai été pris et interpellé par le numérique, on parle des générations. Aujourd'hui, puis on utilise souvent des lettres X, Y, génération X, génération Y, génération Z. Mais moi, je me suis perdu dans les lettres d'alphabet. Moi, je me considère comme membre de la génération des Bloemfontein. C'est ça qui était notre outil. Ensuite, on avait notre cerveau avec les tables de calcul et beaucoup de tables aussi qu'on pouvait consulter, les logarithmes, les sinus, cosinus et tout ça. Donc, on n'avait même pas de calculatrice parce que la calculatrice à l'époque coûtait un salaire mensuel de mes deux parents, les deux ensemble. Ensuite, j'ai appris que versus la génération des jeunes, la génération nette, je suis immigrant. Donc, j'ai appris que j'étais immigrant par rapport aux technologies numériques. Donc, là, on parle d'une nouvelle génération de jeunes qu'on cherche à comprendre, on cherche à apprendre. J'ai juste un exemple tiré de Linda Manzarias, âgée de 14 ans, qui est récipiendaire d'un prix de jeunes entrepreneurs de l'année 2014 de Startup Canada, qui a défini cette génération comme étant socialement consciente, préoccupée par l'environnement, composée des gens qui pensent globalement en se servant comme outil des technologies numériques des pointes. Je trouve que cette citation-là est exactement capte l'essentiel de ce qu'on a fait comme questionnement, comme recherche. En fait, on voit sur la photo Linda avec sa sœur qui ont créé leur propre compagnie de bijoux en remettant 50% des profits générés en ligne à l'organisme à but non lucratif créé par sa sœur, justement. Donc jusqu'à présent, cet organisme a financé en partie la construction des écoles, la formation des enseignants, des bourses d'études pour les filles, parce qu'ils étaient préoccupés par la situation des filles en Afrique du Sud, en Kenya et en Jamaïque. Puis j'ai vérifié, ça continue encore des beaux projets de cette compagnie et de ces jeunes. Au Nouveau-Brunswick, je ne sais pas si vous connaissez Becca Schofield, originaire, une jeune de Riverview, malheureusement perdu sa bataille contre le cancer l'an passé, mais a réussi, après avoir appris de sa maladie, elle a réussi sa mission à convaincre les gens de poser des gestes de bonté, de bienfaisance, et les raconter au monde entier sur les réseaux sociaux. Donc, utiliser les réseaux sociaux avec le mot clic, Becca told me to. On a maintenant le 15 septembre une journée déclarée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick comme journée Becca Schofield, où les néo-brunswickoises et néo-brunswickois sont invités à poser un geste de gentillesse. En fait, c'était le samedi 2018, pour souligner la deuxième édition annuelle de la journée de Becca. Ensuite de ça, effectivement, on utilise le numérique pour mobiliser les gens. Par exemple, on apprend le 13 février, c'est avant-hier, Acadie Nouvelle nous rapporte une histoire très très touchante d'une petite chienne qui a été retrouvée abandonnée dans un état critique par des bons samaritains, puis qui l'ont amenée à l'hôpital
pour les animaux. Puis il y a une campagne de financement a été lancée parce que les chiens avaient besoin d'une chirurgie très coûteuse. On ne précise pas le montant, mais on parle de plusieurs milliers de dollars. Puis le résultat, l'animal est maintenant sain et sauf, a trouvé une nouvelle famille. Les gens qui l'ont ramassé finalement ont été adoptés. Et les fonds restants, parce qu'ils ont réussi, grâce entre autres aux médias, au numérique, ils ont ramassé plus d'argent que coûtait la chirurgie. Et les fonds restants maintenant seront utilisés pour sauver d'autres vies. Ça, c'est un exemple récent. On vit dans un monde ouvert. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo sur YouTube qui s'appelle Crazy Train of Salisbury. Crazy Salisbury Train. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est une vidéo sur YouTube qui a été filmée comment le train des passagers en plein de... qui a soulevé une grosse boule de neige qui a couvert complètement la locomotive et tout c'est un train de marchandises qui traversait un petit chemin à Salisbury, pas loin de Moncton. Ce qui est fascinant, que la personne s'est arrêtée, a pris en photo le train et a publié sur YouTube. Et vous savez quoi? Très rapidement, ça a été vu, la vidéo a été vue par plus de 10 000 millions d'internautes et plein de commentaires dans toutes les langues. J'ai trouvé l'allemand, j'ai trouvé le russe, j'ai trouvé bien d'autres langues, l'espagnol. Enfin, bref, j'ai plutôt pris la photo de l'université de Moncton, campus Shippagan. On peut apprendre maintenant beaucoup sur ce qui se passe, la vie qui se passe ici, chez nous, à l'université, notre campus de Shippagan. Et on voit la gâteau de bonne rentrée qu'on s'y retrouve. Et donc, on est maintenant de plus en plus ouvert, puis les nouvelles sur les réseaux sociaux, aussi des nouvelles. Donc, on se présente au monde entier maintenant. Une tension entre les pratiques traditionnelles et innovantes. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore bien compris. Donc, la tendance vers une société globale transformative, poser des problèmes, créer des valeurs, anticiper sur les problèmes et conflits potentiels, participer à leur résolution, se projeter vers le futur, être autonome, à faire preuve de jugement critique, s'intégrer à la société nouvelle et adopter une orientation globale. Ça, c'est Ron White et McLean qui ont écrit ça. Ensuite de ça, on a des enjeux de cyber-intimidation qui sont bien présents. C'est sûr que le sondage qu'on a trouvé, qui a été réalisé par un organisme canadien sur l'éducation média, ce qui s'appelle Abilomedia en français, en anglais c'est Media Smart, indique que 42% des participants ont été victimes de cyberintimidation et 60% ont vu les autres commettre des actes inappropriés. Puis les auteurs, Lee, Craig et Johnson, ont trouvé que les garçons et les minorités semblaient être catégorie des personnes les plus vulnérables. Puis on est conscient de la présence du problème et du besoin d'agir, mais il rapporte ne pas toujours savoir repérer la frontière entre le comportement acceptable et non acceptable. Ils doutent de leur pouvoir réel d'agir. J'ai mis ici deux petites, je pense que vous ne pouvez probablement pas voir, mais on voit que le site Hockey Canada a fait toute une capsule, en fait un volet pour définir la cyberintimidation. Donc, comme par exemple envoyer des textes, des messages méchants, en tout cas, je ne vais pas tout lire, mais c'est intéressant, c'est Hockey Canada qui est préoccupé par cette problématique.
Ensuite de ça, j'ai trouvé dans Business Insider tout récemment un article que sur les tweets envoyés par des présidents de pays voisins, d'un pays voisin qui a envoyé certains tweets qui auraient pu, qui apparemment briment des règles établies par Twitter par rapport à ce qui est possible. Ce qu'on a écrit ici, broken some of Twitter's core rule about abusive and toxic behavior. Bref, Ghazi souligne l'importance d'introduire des aspects clés de littératie numérique et de citoyenneté numérique globale dans les curriculums scolaires. Donc, on fait le pont entre ces enjeux-là, puis répondre à ces enjeux-là. Et pour moi, comme éducateur, effectivement, c'est un signe de préoccupation pour essayer de voir des côtés éducation, des côtés pédagogiques, comment ça se passe avec la citoyenneté numérique. Donc, premièrement, comment définir la citoyenneté numérique? Donc, selon Eastman et collègues, collaborateurs, englobe à la fois les compétences techniques, hard skills, comme l'utilisation de logiciels de traitement des textes pour rédiger un projet, les compétences non techniques, soft skills, comme l'évaluation de la crédibilité des informations, de la création, de la communication. On a Ribot qui a fait référence à la citoyenneté numérique comme l'ensemble des normes d'un comportement approprié et responsable, l'utilisation de la logique. Pour Choi, la citoyenneté numérique comprend les habiletés et l'action en matière d'utilisation d'Internet, ce qui permet aux gens de comprendre, de naviguer, de s'engager, de transformer sa personne, la communauté, la société et le monde. Bref, de ce qu'on a appris, on a essayé de faire un schéma pour se représenter, puis le schéma, c'est intéressant, a été repris par le CRSH dans le rapport sommaire qui porte sur l'ensemble des 30, le travail de 30 équipes qui ont répondu au défi de synthèse des connaissances, puis ils ont repris le schéma qui a été produit par ma collègue Manon Leblanc avec nous autres, après les discussions et les débats qu'on a eus. Donc, l'aspect, effectivement, des compétences techniques et non techniques est bien présent, l'aspect juridique et sécurité, aspect personnel, puis aspect social. Donc, puisque le rapport est disponible en ligne, je ne veux pas perdre de temps, mais je veux plutôt aller vers le plat principal. Je sais que le temps file. Tableau spaghetti bolognaise. Je trouvais c'est super beau comme tableau d'art. Je vous laisse juste regarder quelques petites secondes. C'est intéressant comment le tableau, c'est un tableau numérique. C'est pour ça que ça a attiré mon attention, parce que c'est un tableau numérique. Donc on va commencer à faire des tableaux, des arts numériques. État des connaissances. Donc on a, pour faire part de l'état de connaissance, on s'est posé 3 questions. Quels sont les rapports des jeunes avec le monde numérique interconnecté, les actions qu'ils posent et les enjeux qui y sont associés, quelles compétences sont nécessaires pour un citoyen numérique actif et responsable dans un contexte global, quelles pratiques pédagogiques et innovatrices contribuent au développement des compétences en matière de citoyenneté numérique globale de façon inclusive et équitable. Donc ces 3 questions-là, selon moi, sont grandes ouvertes, donc espérons que le débat qui va suivre mon petit discours vont bien sûr enrichir ce que j'ai mis sur les diapos. Par rapport à la question 1, les jeunes sont en ligne mais ne savent pas comment s'y comporter. Défis de gestion de l'identité numérique de façon légale et sécuritaire. Défis d'usage, le social domine, s'amuser, socialiser. Aussi poser des bonnes actions citoyennes, par exemple dénoncer les coupes en éducation lors des élections à Calgary, à l'aide des réseaux sociaux, c'est par les étudiants universitaires en passant. Cyberprésence, vulnérable pour la santé physique et mentale, dépression, cyberdépendance, surutilisation des téléphones mobiles chez les étudiants universitaires, par exemple. Ça, je n'ai pas tout repris ce qui était dans le rapport, mais quelques éléments clés. Définir les compétences numériques.
ouf, tout un job. Toujours par l'air, ce que ça veut dire, puis je peux juste vous assurer qu'une bonne définition n'existe pas encore sur laquelle on s'entend. Donc on parle de différents aspects, comme par exemple 3 dimensions opérationnelles qui seraient liées au savoir, au savoir-faire, aux pratiques dans l'individu, dimension politique du concept des compétences numériques qui structure et articule les aspects économiques et sociaux de l'inclusion numérique, dimension éthique de la compétence numérique qui implique les notions de citoyenneté, de savoir-être, savoir-devenir associés aux règles de bonne conduite dans un monde globalisé, liant avec d'autres concepts, donc plusieurs littératies, justement informationnelles, médiatiques, technologiques, numériques, TIC, divers domaines de compétences cognitives, métacognitives, interpersonnelles, intrapersonnelles, différents types d'habilités, compétences, savoir-faire, puis savoir ou d'attitude. Moins clair, c'est on parle beaucoup, on trouve ensemble les compétences soi-disant au XXIe siècle, que même certains auteurs nient l'existence de ce type de compétences. Et puis disent que c'est une invention de l'industrie qui n'a aucun sens. Mais nous, dans la littérature, on ne peut pas nier. Dans la littérature, c'est toujours souvent côte à côte. Les compétences numériques et les compétences du XXIe siècle. Puis le lien semble être très peu clair. Donc, pas clair du tout, enfin, est-ce que les compétences numériques font partie des compétences du XXIe siècle ou les compétences du XXIe siècle sont plutôt sous-jacentes à la compétence numérique ou aux compétences numériques? En fait, ce sont des grosses questions qui demeurent encore. Par rapport par rapport à la question 3, on a besoin et enjeu. Nouvelle vision politique et stratégique, parce qu'on est encore en train de développer des politiques et des stratégies. Enfin, c'est un mouvement qu'on a repéré depuis à peu près 2015, que différents au niveau, c'est ça, gouvernance électronique ouverte, tant au niveau national, provincial et local. On a donné dans le rapport des exemples de la ville de Vancouver, on a donné des exemples de la ville de New York, on a donné des exemples du Québec, du gouvernement québécois, de la bibliothèque des archives du Canada, justement. Donc, on a maintenant une multitude de cadres des politiques. Continue, et ça se continue. Et ça continue, ça se développe. Compte tenu de la matière de citoyenneté numérique et de son développement, encore au niveau des débats stratégiques et politiques, besoin d'opérationnaliser tout ça de façon plus explicite. Au niveau scolaire, on ne sait pas à quelle discipline ça appartient, quel modèle. Donc, par exemple, on a le modèle des 3 mondes de l'enfant, monde de citoyenneté numérique, monde de citoyenneté globale, monde des droits humains, bien-être et collaborateurs. Pratiques et ressources diversifiées, disparates, en développement, work in progress, besoin d'une approche plus systémique ou mieux écosystémique. C'est un autre gros concept que je n'ai pas le temps de développer non plus. Formation des formateurs, approche plutôt transversale, intégration de la dimension de la citoyenneté numérique dans les programmes de formation des enseignants. Par exemple, on peut se questionner comment ça se passe à l'Université de Moncton. Bon, barre de dessert pédagogique, un petit livre justement qui laisse l'enfant réfléchir sur sa nutrition. Mais pour aller très vite, dans les recommandations, c'est en plus d'éduquer les jeunes sur les dangers associés aux technologies et la façon de les utiliser efficacement, il serait intéressant de trouver un mécanisme permettant de faire la promotion d'initiatives de certains jeunes, soit les façons dont les technologies peuvent être utilisées positivement. Ces actions pourraient donc servir de modèles pour les jeunes citoyens. Au-delà des interventions plus locales qui s'adressent davantage aux institutions scolaires et aux parents, il semble nécessaire de mettre sur pied des programmes provinciaux nationaux servant des cadres unificateurs pour encourager le développement des compétences non techniques chez nos élèves.
Le concept des compétences numériques par rapport à la question 2, donc recommandation, s'intéresser à clarifier le concept des compétences numériques, doter les citoyens d'une culture, là on parle maintenant d'une culture numérique, riche de sorte à réduire toute forme de fracture numérique. Je n'ai pas beaucoup de temps de développer, mais s'il y a des questions, je pourrais développer là-dessus aussi. Les compétences, justement, numériques en lien avec les compétences du XXIe siècle, il reste encore à préciser. Bref, nous sommes en train d'évoluer vers une société, une citoyenneté globale qui interfère dans le processus de résolution de problèmes complexes avec la citoyenneté dite locale, qui c'est pas du tout clair encore. Et finalement, on a besoin d'une vision collective et humaniste du monde numérique global qui amène de nouvelles formes de citoyenneté qui doivent encore être étudiées. Au niveau des pédagogies, on parle des pédagogies plus ouvertes, axées sur des projets réels qui donnent aux jeunes des possibilités d'interagir avec leurs pairs de leur communauté et du monde entier en partageant leur expérience de vie, leur langue, leur culture, mais aussi en découvrant celles des autres, ainsi que de collaborer sur l'élaboration des actions concertées faisant des gestes de compassion, d'entraide, permettant de résoudre des problèmes d'actualité réelle et complexe. Une articulation plus claire de la place des citoyennetés numériques globales dans les programmes d'études, ainsi qu'un développement d'une amélioration continue des ressources éducatives destinées aux jeunes, aux parents et aux enseignants. Quand j'ai mis tout ça sur les diapos, encore une fois, après avoir relu et regardé de nouvelles publications, je me suis dit, il faut peut-être aussi hors d'œuvre mettre une cerise sur le gâteau ou bien une cuillère de goudron dans un tonneau de miel. Parce que j'ai trouvé que c'est trop sucré ce que je viens de vous présenter, alors qu'il y a des voix fort critiques d'une vision trop technocentriste des citoyennetés, justement, qui sert à camoufler en quelque sorte les inégalités et donc sert aussi en fait à tous les problèmes qu'on a sur le plan politique, comment ça se complexifie partout sur la planète. Donc, il faut des modèles alternatifs, selon les auteurs, comme celui des citoyennetés numériques radicales, qui ouvrent des voies authentiques aux groupes exclus de s'affirmer et développer leur identité, promouvoir leurs valeurs. Puis là, c'est un gros article très intéressant que j'ai trouvé assez récent. Au niveau universitaire, par exemple, une étude impliquant 435 étudiants de Turquie, si j'ai bien compris, montre que leur niveau de la pensée critique par rapport aux activités en ligne, leurs compétences techniques, capacité de réseauter et leur niveau de sensibilisation sont relativement relevés, alors que leur désir de s'impliquer et l'implication réelle dans la vie, par exemple, politique et dans les activités politiques sont plutôt basses et comme raison ils donnent, mais ça peut par exemple mettre en danger leur carrière, ça peut avoir d'autres répercussions et ils préfèrent s'abstenir et ne pas s'impliquer comme citoyens actifs. Donc je n'ai présenté que quelques lignes de notre rapport et bien sûr laisse la discussion, laisse la place à la discussion de vos questions. Merci beaucoup. Quand j'écoute tout ce que vous me racontez... Ça marche pas. Le micro, il y a allumé. Il est allumé? Oui, il est vert. Ah, c'est moi qui ne suis pas près du micro. Oui, ça pose énormément de questions. Alors évidemment, je vais être l'avocat du diable parce que ça créera le débat. Mais on ne voulait pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses, mais moi je vois un petit peu le côté qui me dérange par rapport à peut-être ma vision humaniste. Vous avez des littéraires là. Donc parler algorithme, parler économie, hein, c'est toujours, on a le buzz, on a fait tant de millions, on reverse, donc ça c'est une réussite. Par contre, quand on fait un acte citoyen, tout ce qui est basique, qu'on ait des pauvres enseignants qui enseignent, là, il n'y a pas de buzz possible. Donc je vais juste vous donner 2-3 chiffres pour qu'on voit où est le problème. L'équipe des décodeurs du journal Le Monde a eu l'occasion de comparer la viralité du site du journal Libération, donc journal français connu, qui est alimenté par une centaine de journalistes.
et il l'a comparée à celle d'un blog d'une dizaine de pourvoyeurs de fake news. Devinez qui gagne au niveau de la viralité. Je vais vous donner les résultats. Le blog de FaceNote totalise 13,4 millions de mentions j'aime avec partage et commentaires contre 11,4 millions pour Libération. On peut parler d'argent parce qu'on va rester économique. Hein. Comme souci, on peut acheter pour 4 000 $ environ 300 000 followers sur Twitter. Donc si vous voulez être suivi, on peut faire ça à l'université à la limite, on a 300 000 étudiants dans le monde qui nous suivent, on paye 4 000 $. C'est peut-être rentable, possible. Pour 8 000 $, vous avez les propos haineux, donc là c'est encore plus dérangeant. Et pour 60 000 $, vous avez une opération de propagande. Du style, qu'est-ce qu'on a eu Brigitte Macron a une maquilleuse qui coûte 10 000 € par mois. Et ça a fait le buzz, alors que c'est complètement faux. Et on a un problème avec la vérité actuellement. On n'a plus l'esprit critique, et donc ce qui fait vendre, c'est quand même la mauvaise information, elle va 6 fois plus vite que la vérité. Et si on reprend le côté des enseignants, parce que c'est ça qui m'interpelle, en Macédoine, à Véles, vous avez une ville entière qui produit des fake news, en particulier pour la politique américaine, parce qu'il y a à peu près 150 sites pro-Trump qui font un argent fou, et c'est un professeur du numérique qui a formé ses étudiants, dont une dizaine sont millionnaires, grâce à l'absence de vérité, parce qu'on fait le buzz. Et là, moi, ça m'interpelle en tant que professeur, est-ce que je dois faire un bon technicien? Est-ce que je dois l'initier au numérique qui va le faire gagner de l'argent? Ou est-ce que je dois l'initier à une conscience, une honnêteté professionnelle qui le rendra peut-être moins riche, mais qui en fera un bon citoyen? Donc ça, c'est un débat qu'on peut avoir, parce que c'est notre gros débat qui nous dérange. Et je finirai par dire, actuellement, le monde il se divise entre ceux qui créent et qui possèdent le savoir, et ceux qui consomment le savoir sans le maîtriser. Et je pense que c'est la grosse question. Après, on va mettre des algorithmes, on va mettre de la technologie. Moi, ce n'est pas le tuyau qui m'intéresse, c'est le contenu. Et actuellement, on ne fait pas des étudiants qui sont capables obligatoirement de maîtriser l'esprit critique, on en fait des techniciens. Et ça, politiquement, c'est très bon, parce que des techniciens, c'est un bon produit qu'on fournit. Ce n'est pas une réflexion qu'on amène, et je pense toujours, mais ça c'est mes restes de thèse, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et on voit ce que les scientifiques peuvent apporter si on ne met pas un outil dans les mains de quelqu'un. On construit la maison avant d'apprendre à servir d'outil. Et avec le viral actuellement, et avec, combien j'ai noté, 2,7 millions de messages échangés sur Facebook tous les 20 minutes, c'est pas un cours avec 4 étudiants, hein. Je veux dire, on n'a pas les armes pour lutter contre ça. Et comment est-ce qu'on peut lutter? Est-ce qu'il faut qu'on fasse du sensationnel? Parce que maintenant, ce qui intéresse, c'est l'émotionnel, c'est la simplicité, mais réfléchir et la vérité, c'est complexe. Donc notre paresse intellectuelle nous conduit à ce problème. Voilà. Alors je vais m'arrêter là, mais je pense que le débat, il pourrait être assez... Vous m'entendez? Bon, oui. Rapidement, moi aussi, je vais rapidement, sans préambule, pointer un certain nombre d'enjeux. D'abord, sur cette liminaire, la notion de citoyenneté numérique me semble un oxymore. Je le poserai comme ça, donc on peut traiter un oxymore, mais pour moins savoir ou relever qu'il s'agit d'un syntagme qui porte sa contradiction interne. C'est-à-dire qu'on est toujours citoyen par rapport à une institution, à une autorité publique. Bon, c'est-à-dire que la citoyenneté relève d'une institutionnalisation du peuple avec un double génitif. C'est-à-dire que c'est l'institution, une autorité publique reconnue, autorisée, qui confère un statut à des gens, hein, un pouvoir politique. Bon, vous êtes citoyen de tel État, ce qui vous confère des droits, des devoirs, ainsi de suite. Et c'est en vertu de ce peuple-là que l'institution publique tire sa légitimité. Donc ce sera les fameuses phrases « we the people » ou « nous, peuple de France » dans des pays républicains. Quand on sait que la notion de citoyenneté est républicaine ou, disons, d'inspiration républicaine dans un pays comme le nôtre qui est plus bricolé d'un point de vue constitutionnel. Il est entendu que si on parle de citoyenneté numérique, on a un problème puisque sociologiquement, on observe que
l'usage du numérique consiste à contourner les institutions publiques, à agir indépendamment d'elles et à être donc des citoyens peut-être, mais sur un mode strictement métaphorique. C'est quelque chose qui mérite d'être pensé. Je dirais que, et là je balbutie comme un peu tout le monde, parce que ces objets-là sont tellement nouveaux que personne n'est vraiment outillé pour les penser, mais que, comme ça, de prime abord, on peut évoquer un certain nombre de controverses qui concernent l'économie numérique, au sens large. La première est clairement criminologique, c'est-à-dire que le numérique rend les citoyens, là je parle des citoyens là, au sens traditionnel, extrêmement vulnérables, parce qu'ils sont subitement exposés à des crimes qui échappent aux paramètres standards de la criminologie. On peut entrer par effraction chez vous par le numérique sans jamais briser un carreau de fenêtre, à distance, même dans une autre législation complètement, et faire ce qui est arrivé. Je cite des exemples que j'ai tirés de cette somme de cas de Mark Goodman, les crimes technologiques, c'est dire, c'est une sorte d'annuaire des crimes qui ont été recensés. Ce journaliste californien, Matt Honan, qui un jour a tout perdu, tout, ses photos, ses données bancaires, tout, et il a finalement compris qu'un adolescent d'une autre législation s'est amusé à tout lui piquer parce qu'il trouvait sympa son identifiant. Bon, ça s'est fait comme ça, ou sinon cet autre adolescent qui est entré en interaction avec le système de transport en commun de la municipalité de Prague et qui arrivait depuis sa chambre à orienter les tramways de la ville à sa guise jusqu'à ce qu'il y ait un accident. Ça peut sembler exceptionnel, mais ce ne l'est pas tant que ça, et c'est surtout d'un point de vue, je dirais, du point de vue du potentiel, qu'on est au moins face à un problème. Ça, c'est un premier enjeu qui pourrait être approfondi. L'autre qui me semble plus crucial et de nature, je ne sais pas si je veux dire sociale, commerciale, morale, mais qui concerne en tout cas l'usage qui est fait des données qu'on fournit en utilisant les logiciels. Quand on est un client ou un utilisateur d'un service informatique lié au numérique, en fait, on est un produit en même temps. Et on utilise, au fond, l'information qu'on fournit en utilisant des logiciels. Un exemple qui vaut 1000 mots, le site Patients Like Me, est un site qui mettait en relation dans le monde des gens qui étaient aux prises avec des maladies, des handicaps particuliers. Et plutôt que de déranger sa famille, ses amis, ses voisins quant à des maladies qu'on peut avoir qui supposent un rapport à l'intime ou un rapport à l'entre-gens, on interagissait en ligne avec des gens qui avaient les mêmes problèmes que soi, soit liés à des proches, soit liés à soi-même. Et on a appris quelques années après que ce site ait connu un succès non négligeable, que l'entreprise qui gérait le site vendait les informations aux plus offrants. Et ça, c'est courant. Donc là, on est dans un ordre où le viol des données est légion, et où on perd en fait toute forme, au fond, toute forme de certitude quant à la frontière entre le privé et le public. Et le problème, c'est qu'on se lance avec Facebook, avec Google, avec Amazon, avec d'autres plateformes du genre, beaucoup plus efficaces que celles que j'ai nommées, dans un marketing de l'anticipation. Là où il s'agit de se demander où sera le client potentiel dans 2 semaines pour qu'on puisse l'intercepter au moment où il aura à faire un choix de consommation, quitte à travailler au formatage de son comportement. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'intercepter quelqu'un qui a une libre conscience, mais il s'agit d'essayer de faire en sorte qu'on puisse prévoir ses actes parce qu'on manipule le sujet. Bon, ça c'est un autre enjeu qui est central. Un autre, c'est une controverse culturelle. François t'en a parlé, je ne vais pas en rajouter tellement, si ce n'est qu'en référant à des bouquins là-dessus de gens inquiets de voir à quel point les supports numériques entraînent, par l'usage qu'on en fait, le contenu qu'on diffuse, un problème, une sorte de psychopathologie là, sociale là, du déficit d'attention
qui renvoie à, au fond à un objet de deuil, je dirais, pour les littéraires ou ceux qui sont épris d'humanité, comme nous pouvons peut-être l'être les uns et les autres. Hein, c'est un deuil qui porte sur un temps de qualité, un temps pour lire, un temps pour méditer, un temps pour ingérer des données, peut-être même un temps pour s'ennuyer. On a perdu ce temps-là. Il y a un temps qui n'est plus de ce monde parce que nous sommes face à une saturation du temps, étant donné une avalanche de données servies à flux tendu. Et le problème renvoie peut-être à une phrase de Günther Anders qui est, au fond, par analogie, dans une position semblable à la nôtre. Et Günther Anders est, comme vous savez, ce philosophe allemand qui a été parmi les premiers à voir arriver la télévision. Et il pouvait penser la télévision par rapport à ses impacts sociaux quant à sa connaissance qu'il avait d'un monde où la télévision n'existait pas. Quoi. Donc il pouvait comparer deux temps. Et lui, il disait, bon, le problème de la technique, c'est que la phrase « tu peux » est en réalité une injonction qui dit « tu dois ». Hein? Grâce à l'automobile, tu peux te rendre du point A au point B, mais bientôt, cette possibilité-là va devenir un impératif. Tu dois avoir une automobile, sinon tu t'en sortiras pas. Même chose pour les communications. Maintenant, c'est bien, tu peux envoyer un courriel à quelqu'un et en une seconde, la personne reçoit ce qui prenait avant peut-être 3 jours, voire une semaine, voire 2 semaines, selon l'écart qui séparait les destinataires. Aujourd'hui, c'est que tu dois passer par ce mode-là. Bon, c'est la même chose en ce qui concerne les services publics, hein, les services rendus en ligne. Là, il n'est même plus possible de parler à un individu. On est obligatoirement tenu de parler à des robots. Si par chance on a un individu au bout du fil, il parle lui-même comme un robot. Bon, on est... Bon, il y a... Le quatrième contrat, c'est les politiques. C'est que Internet a pu passer pour un outil d'émancipation. Rappelez-vous ce qu'on en a dit au moment du printemps arabe. Des mobilisations étudiantes au Québec, au Royaume-Uni en 2012, jusqu'aux Gilets jaunes aujourd'hui, en passant par le mouvement Occupy. S'il s'agit de voir dans ces mouvements-là, au moins en partie, des mouvements d'émancipation par rapport à des pouvoirs qui abusent de leur autorité, et ainsi de suite, ça, en étant en lien avec une oligarchie, on pourrait représenter les choses ainsi. On a présenté les médias sociaux comme un vecteur d'organisation civique et démocratique, quoi, avec des forums, et jusqu'à faire rêver des gens d'une démocratie numérique, où on voterait par Internet, où il y aurait des référendums à chaque 3 jours, ainsi de suite. Bon, ben, on voit très bien qu'aujourd'hui, cette promesse d'émancipation, cette idée qu'on est là doté d'un outil démocratique qui permet aux citoyens de communiquer entre eux de manière aisée, se retourne contre eux. Et l'exemple le plus flagrant a été la façon dont on a usé l'équipe électorale de Donald Trump lors de la dernière campagne présidentielle aux États-Unis, où avec Cambridge Analytica, Google et Facebook, on a créé littéralement une cellule d'experts auprès de l'équipe de campagne du candidat Trump pour appâter des électeurs. Ce qui explique largement pourquoi des électeurs traditionnellement démocrates se sont mis à voter républicains lors de cette campagne électorale-là. Comment? En identifiant des mots-clés, en identifiant des attitudes. Et ce qui est ressorti de cette expérience, c'est cette phrase, j'ai oublié son nom, mais du maître à penser de toute cette approche qui disait « Lorsqu'on connaît 150 likes, en guillemets, d'un utilisateur de Facebook, on le connaît autant que ses proches. Et lorsqu'on a accès à 300 likes d'un utilisateur de Facebook, on le connaît mieux que lui-même. » Bon, c'était l'expression qui montre qu'aujourd'hui, cette espèce de levier démocratique de Facebook est devenu une modalité de manipulation en des masses, et vous pouvez être certain que lors des prochaines élections, à l'échelle fédérale ou même provinciale, qui seront sans doute imminentes ici, suivant l'exemple de nos voisins du Sud, les principaux partis politiques se battront pour développer des algorithmes et des accès aux données des électeurs, des électrices, afin d'envoyer les messages qui conviennent. Et je dirais que ce qui est plus problématique encore, et je vais conclure là-dessus, c'est que dans cette logique-là, les géants de l'informatique dont M. parlait tout à l'heure ont établi un rapport de force par rapport aux législateurs qui les rend plus puissants. D'abord, on est capable d'offrir les outils qui font la différence entre une victoire et une défaite électorale. C'est pas rien, ça, comme moyen de chantage. Ensuite, les géants de l'informatique, Google, Facebook notamment, Amazon, écrivent la loi.
Parce que c'est en vertu des contrats indigestes là, auxquels on peut avoir accès quand vraiment on est zélé, là, avant de dire oui, j'accepte. Hein? C'est en vertu de ces contrats-là que les juges établissent s'il y a eu ou non violation de droit en cas de procès. Ce qui a été exactement le cas avec Cambridge Analytica, qui est devant les tribunaux aujourd'hui pour le cas que j'ai évoqué quant à Donald Trump. Hein, c'est-à-dire qu'on se réfère au contrat qu'a écrit Google pour savoir s'il y a eu violation ou non de la lettre du contrat. Alors qu'est-ce que fait Google? Ils disent, ben, on a appris notre leçon, la prochaine fois on va rédiger notre contrat autrement. Mais il n'y a pas de législation. Et quand vient le temps de légiférer, très souvent, les autorités publiques se tournent vers les grands groupes parce qu'ils sont tributaires de méthodes, d'un vocabulaire et d'un savoir-faire qui échappe à tout le monde, sauf à eux. Donc ils peuvent conseiller le gouvernement sur la façon de les contrôler eux-mêmes. Donc on voit qu'on est face à une sorte de pouvoir souverain. Merci Alain. Merci à vous. Donc, moi je me suis proposé naïvement, justement, puisque tu parlais d'institution, de prendre le chapeau d'un enseignant. Donc on va dire d'un enseignant d'une école fictive, on s'entend, qui croit au web, qui croit, je sais pas, qu'il y aurait la possibilité d'apprentissage à Internet, comme ça on pourra discuter après ça. Donc bien sûr, cet enseignant-là, il va justement se poser qu'est-ce qu'apporte cet accès au monde entier aux élèves, qu'est-ce qu'apporte le numérique, justement, la notion de citoyenneté. Puis là, je voyais des questions, quel chemin, quel rapport crée-t-il avec le monde entier. Donc on aimerait répondre comme ça, ben, c'est des notions de vivre ensemble, par exemple. Comprendre la réalité d'autrui en espérant qu'Internet, puisqu'il y a plus d'altérité sur Internet, va permettre de découvrir, d'enrichir cette notion-là, encourager la tolérance, quoi d'autre, faire échec aux stéréotypes, croire en l'environnement. Puis là, j'ai découvert aussi le bien-être des animaux, la solidarité, engagement pour la justice et la paix, amélioration de la société. Donc, puis on voit d'ailleurs avec les exemples Victor, tu nous as présenté qu'il y a vraiment des jeunes qui sont vraiment interpellés par ça, Linda, Becca, les gens qui ont soigné l'animal. Donc c'est vraiment ça qu'on se pose en tant qu'enseignant, qu'on aimerait faire, puis quand on dit ben, quelle habilité qu'on pourrait apprendre à nos jeunes, ben, ça serait justement exercer la pensée critique, le jugement critique, comment communiquer de façon, on dirait, adéquate, comment coopérer, hein, mettre en œuvre sa pensée créative, puis bon, là j'ai vu qu'il y avait aussi entrepreneuriat, parce que moi dans mon temps, être entrepreneur c'était se faire de l'argent, mais il semblerait maintenant qu'être entrepreneur c'est aussi une vision citoyenne aussi. Donc en fait, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait se poser. Donc ben, il y avait la question qu'est-ce que l'école peut apporter, ou qu'est-ce que l'enseignant peut apporter, puis j'ai trouvé cette question-là intéressante, parce qu'en fait quand on regarde l'historique de l'école, on voit que c'est intimement lié à la citoyenneté, je pense. Je me suis amusé un peu à regarder les programmes d'études au Nouveau-Brunswick, entre autres celui de 1955, qui était, je vous signale, en anglais. Donc on a fait des progrès en citoyenneté depuis, qui dit, ça c'était dans la préface, c'est intéressant, c'est la préface. Le but de notre démarche éducative doit être la formation de citoyens. La capacité, là, il définit un peu c'est quoi le citoyen pour eux à l'époque, c'était la capacité, la responsabilité d'agir de façon à apporter la meilleure contribution possible à la société. Et que bien sûr cette contribution allait aussi nous permettre de grandir en nous, d'avoir un sentiment de réussite personnelle. Si on regarde, donc oui, puis il y avait c'est intéressant, ils appelaient ça des contrôles de comportement. Ça peut donner des indices. Alors la tolérance, la coopération, prendre soin de la santé de soi, le bien-être, c'était d'autres là, entre autres celle de répondre à notre nation. En 68, je ne sais pas si c'est le premier programme francophone, c'est le premier que j'ai trouvé. C'est intéressant aussi, l'enseignement dans les écoles publiques du Nouveau-Brunswick doivent suivre deux objectifs. Donc le premier, on comprend, c'est la réussite scolaire, mais le deuxième, c'est de procurer les moyens d'éducation qui donneront
à chaque enfant la possibilité et le goût d'être et de devenir un bon citoyen. Puis bon, il parle de qu'est-ce que c'est le véritable civisme, entre autres le soin personnel et la santé qui revient, la capacité de se suffire soi-même, le sens communautaire. Puis là, il y en a un autre, je me dis, ils ont vraiment eu une vision dans le futur, parce que quand je vois mes amis qui passent leur temps sur Internet, sur Facebook, sur jouer des jeux, puis en tout cas, il s'est mis aussi un bon citoyen, c'est une utilisation efficace de ses moments libres. Ça s'enclite. Je ne sais pas si c'était la TV à l'époque qui avait fait réfléchir à ça. Mais on voit en fait que, bon, vous allez me dire, bon, ben ça c'est des incantations, Xavier, merci, là. Mais on peut aussi se poser la question, qu'est-ce que ça présente réellement à l'école, tous ces discours-là. Mais on peut voir, en tout cas maintenant, qu'il y a toujours une volonté de transmettre des bons comportements. Par exemple, le fait de savoir comment se comporter avec quelqu'un qui pense différemment, l'apprentissage de vivre ensemble, c'est des choses qui sont très importantes en salle de classe. On pense aussi à les écoles communautaires, où l'importance de la famille et de la communauté à l'école. L'inclusion scolaire, maintenant, par exemple, il y a des enfants autistes dans les classes. Il y a un projet que je trouve merveilleux ici à Marie-Esther. Vous savez qu'il y a une école alternative, le phare, qui récupère les enfants en échec scolaire ou qui ont des graves troubles d'apprentissage ou de comportement. Mais maintenant, l'école a accepté ces classes-là à même l'école. Ils sont dans l'école, puis la prochaine étape, c'est de les réintégrer dans les salles de classe. Donc on voit quand même que l'école est intimement liée à la citoyenneté. Donc, que faire avec cet environnement numérique? Il ne faut pas oublier, envahir aussi les écoles. Hein. Avec les écoles à Pau, il y a des graves problèmes juridiques qui se posent. Donc, comment faire? C'est sûr que l'enseignant répondrait qu'on n'a qu'à créer une discipline scolaire. J'espère que les travaux de Compética vont permettre l'intégration de cette discipline scolaire avec un horaire, des programmes. Ah, j'ai eu encore du temps. Donc on pourrait répondre à ça, donc vraiment qui enseignerait la citoyenneté, mais on pourrait aussi se poser la question, faudrait-il pas aussi un enseignement moral et éthique? Parce que citoyenneté, morale et éthique, c'est pas la même chose, donc il y aurait ça. Le fait aussi que dans cet enseignement-là, c'est bien beau de donner des recettes et des modèles, mais en fait, ce qu'on veut, c'est que les élèves s'engagent, hein, qui font des projets qui se réalisent. Donc, comment s'y prendre pour qu'il y ait ces projets, justement, de la vie réelle. Puis que c'est pas si simple que ça. À mon avis, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, quand on travaille la citoyenneté, le moral, l'éthique, on voit que les valeurs, souvent importantes, vont se confronter. Justement, tu parlais de la démocratie, la liberté, puis le vivre ensemble. Ça peut s'entrechoquer, il peut y avoir des tensions. Donc je pense qu'il serait important de réfléchir justement à comment on peut permettre aux élèves de vivre ces moments cognitifs qui fonctionnent. Qu'est-ce qui va être notre choix? Des fois, on est pris à... C'est pas la meilleure solution pour eux aussi, mais c'est la moins pire, hein, dans la vie réelle. Donc de permettre aux élèves de vivre ça, je pense que ce serait important. On peut se poser cette question-là. Maintenant, pour ce qui est du web, moi j'aimerais peut-être revenir, si vous me le permettez, à Tim Berners-Lee, celui qui l'a fondé, c'est le fondateur, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. C'était vraiment le désir de l'émancipation. Hein. Lui, c'est une traduction libre, mais il voyait le web comme un réseau d'êtres humains qui allait transformer notre société. Donc, par la maîtrise de cette nouvelle infrastructure partagée. Donc, on pourrait plutôt réfléchir de ce côté-là, parce que moi, j'ai connu le web, justement, où il y avait cette idée-là qui était en place. Maintenant, souvent, j'ai l'impression que Internet, c'est devenu un peu un énorme centre d'achat, un peu. Mais qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute cette communauté qui partage, qui veulent améliorer la citoyenneté, qui est toujours là, mais qu'elle était, à mon avis, beaucoup plus présente avant. Je me rappelle de sites de partage, de blogs, où il y avait vraiment un désir d'aller plus loin,
qui n'était pas aussi omniprésent que cet énorme centre d'achat qui, bien sûr, on comprend que citoyenneté, c'est aussi d'être un consommateur averti, là, mais moi j'aimerais peut-être plus me concentrer sur... En fait, ce que Berner a écrit en 2009, c'est qu'il voyait l'avenir d'Internet comme une machine sociale. Un peu une communauté en ligne où des scientifiques, des éducateurs, des écoliers, puis des citoyens militants pourraient travailler ensemble, genre de leadership partagé, réserver en fait des espaces sur le web pour cette chose. Et qu'en fait, les humains seraient ceux qui créent et la machine serait celle qui administre. Donc là, lui, il pensait tout de suite à l'intelligence artificielle. Donc comment s'y prendre pour que ces communautés-là puissent permettre aux logiciels de justement mettre en place des politiques sociales, comment ce soit fiable, des droits, comment la confidentialité, respecter la confidentialité, les droits d'auteur, puis aussi tout ce gros problème que maintenant les connaissances humaines sur le web, c'est vraiment très désordonné, je dirais. Donc comment faire pour accaparer un espace où le partage serait utile pour tous, là. Donc, bon, là, la question est toujours là, qu'est-ce qui peut apporter un bon citoyen dans ce contexte? Je vous laisse réfléchir. Merci. Alors, merci beaucoup. J'aimerais d'abord remercier chaleureusement notre conférencier.